C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce 43e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, du football et la Coupe du Monde. Les Bleus jouaient ce jeudi leur deuxième match en Coupe du Monde. Réaction de supporters avec Franck Payanav et analyse par téléphone avec notre consultant maison Raphaël Redon. Nous parlerons également de la Turquie. Dimanche auront lieu de nouvelles élections législatives et présidentielles où Recep Tayyip Erdogan tentera de se faire réélire. Nous serons avec Jean-Marc Hou, politologue. Il nous parlera de Erdogan qui connaît un important soutien en Turquie. Nous parlerons ensuite des jeux vidéo qui ont été reconnus comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Quelles réelles conséquences ? Eh bien, nous nous sommes entretenus avec Eric Lemoyle, il est addictologue, et puis avec Robin Duclerc qui est commentateur de e-sport, ex-grand addict aux jeux vidéo. Et puis enfin, nous parlerons révolution avec Gaël Nofri qui publie un livre, il est historien, il publie un livre sur les révolutions. Il nous déclarera qu'une révolution est la rupture de l'égalité. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 43e numéro de C'est l'info au programme chargé. Restez donc bien confortablement installés dans votre canapé pour écouter attentivement l'ensemble de nos chroniques et invités. Bienvenue à tous. Le duplex avec Franck Payanav, un duplex spécial consacré au foot cette semaine. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. En cette Coupe du Monde, les Bleus, l'équipe de France jouait ce jeudi 21 juin à 17h. Et une heure après le match, la passion française autour des Bleus est toujours bien présente. Bah oui, il faut dire que la victoire elle fait énormément de bien aux Français, hein. Je vous rappelle le score 1-0 pour la France grâce à un but de Mbappé marqué à la 33e minute, et forcément ça a été l'euphorie dans les bars de toute la France et notamment ici à Pau où ils étaient très nombreux pour suivre ce match. Un but qui a permis à la France tout simplement de se qualifier pour les phases finales. Donc même s'il reste encore un match à jouer, ça sera face à l'Australie si je ne dis pas de bêtises, ou non, plutôt face au Danemark. Alors non, plutôt face au Danemark. L'Australie c'était samedi dernier, l'équipe de France y a imposé 2-1 et le prochain match sera mardi à 16h face au Danemark. Effectivement oui, je me suis trompé, excusez-moi, mais grâce au 1 partout qui a été fait entre le Danemark et l'Australie un petit peu plus tôt dans la journée, la France est donc qualifiée d'office quoi qu'il arrive pour les huitièmes de finale. La réponse maintenant qu'il va falloir trouver, c'est qui va être l'adversaire de la France. On le saura la semaine prochaine. Et oui, c'est ça. Alors revenons sur des choses un petit peu plus terre à terre entre guillemets. Vous étiez donc dans un café en plein centre de Pau. Quelle a été l'ambiance avant, pendant et après le match ? On sait qu'aujourd'hui est un jour spécial, c'est aussi la fête de la musique. Alors pour vous présenter le cadre, on est sur le boulevard des Pyrénées. Le boulevard des Pyrénées, c'est un petit peu comme la promenade des Anglais à Pau, avec une vue sur les Pyrénées comme son nom l'indique. Et on était donc au Café Russe, c'est un des 3 grands bars qu'il y a sur ce boulevard des Pyrénées. On attendait 200 personnes, les 200 personnes étaient là, ils étaient même peut-être un petit peu plus nombreux. Et pour vous donner un ordre d'idée, on avait prévu le stock, notamment le stock de bière, c'était du foot, logique. Alors c'est un jour particulier, hein. On est jeudi et le jeudi c'est également la fête de la musique. On a prévu une consommation équivalente à 3 semaines d'une consommation habituelle en l'espace d'à peine 24 heures. Je rappelle entre parenthèses que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Néanmoins, donc les spectateurs et les supporters étaient très nombreux, et ils étaient notamment très heureux au moment du but, mais également à la fin du match. Je vous propose d'en écouter certains. Leurs propos ont été recueillis à l'occasion du périscope qu'on vous avait proposé pour suivre ce match. Les images sont réalisées grâce à Benjamin Klein. Tout simplement, qu'est-ce que vous retenez de ce match ? En vrai, on a bien joué concrètement. Après, je veux pas être pessimiste, mais si on continue à jouer comme ça, on risque de pas aller loin, franchement. Après, on a quand même gagné. Donc voilà, fier d'être bleu, allez les bleus, et voilà, c'est tout. C'est le même avis ? Alors moi ce que je retiens c'est qu'on passe les huitièmes. Après comme il dit, ça va être compliqué. Benzema ! Mais bien sûr moi je pense que si on passe les huitièmes, si on va au huitième, qu'on tombe contre des plus fortes équipes on va dire, je pense qu'on va se réveiller, même si c'est quand même pas un jeu très flamboyant on va dire.
Ce qu'il faut retenir ce soir, en fait, c'est qu'on est qualifié pour les demi, quoi. On est qualifié, mais il y a quand même. Je prends un peu d'avance, mais oui, bon, on est qualifié pour les huitièmes, c'est ça qu'il faut retenir. Huitième, mais on reste sur notre fin. Voilà, on veut plus de jeu. Le Stéphanois, il en pense quoi? Ah, le foot, c'est pas trop mon truc, mais par contre, je peux vous parler de la crise économique au Kenya. On va peut-être éviter, mais bon. Bon, merci. Ah, mais non, toi, t'as pas entendu. Du coup, t'en penses quoi? Un peu pareil que les autres, sauf que juste on s'est fait un peu peur là à la fin. Enfin, on défendait plus qu'on attaquait. Et, voilà. Manque de finition sur la fin, mais 1-0, on signe pour. Même comme vous avez dit, enfin, comme tu as dit, les demi, comme tu as dit, si on arrive en demi, c'est bien aussi. Plus que les huitièmes, on préfère. La possession de balle. Faut pas que quand on ait le ballon dans les pieds, on fasse un long dégagement et que. Il faut qu'on fasse peur. Les adversaires, ils n'ont pas peur de nous. Ils ont pas peur de nous. On On est la France, quoi. On a l'équipe la plus chère du mondial. Il faut qu'on ait ce. Il faut qu'on assume notre. domination, en fait. Voilà, notre. On est français, quoi. Donc il faut qu'on y aille. On est 20 ans après, il faut récidiver. Voilà en tout cas, hein, Franck, des supporters ravis. Ce qui est intéressant et ce qui est passionnant, c'est tout l'atout d'une Coupe du Monde, c'est qu'elle continue. La finale est le 15 juillet à 17h et d'ici là donc d'autres matchs sont à prévoir, des matchs en bleu. Oui, et puis c'est surtout le contexte, hein, parce qu'avec le décalage horaire avec la Russie, ben, les matchs sont en journée. Donc pour le match de 14h, il n'y avait personne. À 17h, il y avait un petit peu plus de monde. Et à 20h, il y avait beaucoup plus de monde encore là. Donc petit à petit, la foule va bien sûr être présente, hein, notamment quand on va arriver en quart, puis en demi, puis peut-être en finale pour la France ou pour un autre pays, on verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vrai que l'effervescence est plutôt calme, surtout pour les matchs d'après-midi. Pour le match notamment de la France face à l'Australie samedi dernier, il n'y avait pas forcément grand monde qui était présent dans les bars. Il faut dire que le match était extrêmement tôt samedi. C'est clair, c'est clair. Et pour terminer, Franck, quels sont vos pronostics pour cette Coupe du Monde 2018 de la FIFA en Russie ? Alors écoutez, j'ai le maillot de la France pour ce duplex, mais je vais pas vous mentir, je suis pas trop pour la France ce coup-ci. Je vais vous dire, en fait tout simplement, je suis pour mon pays de cœur. Ce pays de cœur, il a un maillot rouge. Il est situé au sud de la France et je suis tout simplement allé très souvent chez eux. Il s'agit bien entendu, Martin, de l'Espagne. Vous ne pouvez pas, Franck, vous ne pouvez pas. Eh ben si, j'ai même déjà le maillot, prêt à mettre une deuxième étoile, une nouvelle étoile pour cette Coupe du Monde 2018, je vais pas vous mentir. Vous avez un passeport français, Franck ? Oui, mais ça n'empêche pas de soutenir un autre Et vous pays. n'avez pas de passeport espagnol ? Oui, mais El España es mi país de corazón. Ah là 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 là. Et voilà donc, une équipe décevante avec laquelle nous travaillons à C'est l'Info. Hein. En tout cas, nous, C'est l'Info, nous sommes pour les Bleus. Nous avons choisi le logo bleu d'ailleurs. Hein, vous remarquerez, Franck. Bah oui, le bleu après est très très beau, mais c'est vrai que bon, le rouge est encore mieux. Bon, gardez quand même ce t-shirt bien précieusement. Il pourra peut-être vous servir pour la finale du 15 juillet. Qui sait ? C'est ça, on verra bien. Hein. J'espère qu'il servira pour la finale, c'est sûr. Merci beaucoup, Franck, pour ce magnifique duplex. Et on remercie également le caméraman qui était avec vous ce soir pour tenir la caméra. Et je vous dis à la semaine prochaine, Franck. Avec plaisir, Martin, à la semaine prochaine. Le duplex. Et après ce duplex à Pau avec Franck Payanav, nous rejoignons à présent notre consultant maison, Raphaël Redon. Bonsoir, bonjour Raphaël. Salut Martin, salut à tous. Raphaël, que l'on retrouve donc sur l'antenne de C'est l'Info après une petite période d'absence. Alors l'équipe de France, hein, on le rappelait tout à l'heure avec Franck, s'est donc imposée face au Pérou ce soir 1-0 avec un but de Kylian Mbappé. Samedi dernier, elle jouait face à l'Australie, elle s'est péniblement imposée 2-1 face donc à cette Australie. Elle rencontrera le Danemark mardi. C'est finalement un soulagement quand même ces deux victoires parce que ces deux victoires signifient, après le nul entre le Danemark et l'Australie 1-1, une qualification pour les huitièmes de finale pour l'équipe de France. Oui, effectivement Martin, comme on a l'habitude de dire, l'important c'est les 3 points. Et aujourd'hui, ça fait 2 fois que l'équipe de France prend ces 3 points dans ce mondial. Quand on a vu la difficulté des autres favoris, on en reparlera plus tard. L'équipe de France a fait le job, on peut le dire. Alors ça a été laborieux, comme tu l'as dit, d'abord face à l'Australie et cette victoire 2-1.
où on a eu du mal à voir le bout du tunnel et on est un peu resté sur notre faim. Finalement, un penalty et un but contré nous ont permis de s'imposer. Et aujourd'hui, cette victoire sur le score le plus minimaliste, j'ai envie de dire 1-0 face au Pérou, on a eu beaucoup de mal par certaines séquences, durant certaines séquences, mais finalement, on a montré plus de choses que sur ce premier match. Et comme tu le dis, c'est un soulagement parce que le plus dur est fait. Maintenant, on est en huitième de finale. Et surtout, on a eu l'impression qu'il y avait des choses mieux faites, on va dire, mieux réalisées durant ce deuxième match par rapport à l'Australie. On avait vu des séquences vraiment compliquées face à l'Australie, que ce soit en attaque où les joueurs ont eu du mal à se trouver, au milieu dans la récupération et dans la relance. Et aujourd'hui, ça a été un peu corrigé. Didier Deschamps est revenu aux fondamentaux, le 4-2-3-1 qu'il avait instauré à l'Euro, qu'il a remis en place et qui nous a aujourd'hui souri avec le retour de Giroud en pointe, assisté par Griezmann, le retour de Matuidi en lieu et place de Tolisso. Et finalement, ces deux joueurs cadres de l'équipe de France, par leur expérience, nous ont apporté beaucoup, chacun dans leur poste, et nous ont permis finalement d'être plus à l'aise dans tous les secteurs du jeu. Pogba a tenu son rang aujourd'hui. Paul Pogba, un peu cette star de l'équipe de France, notamment sur les réseaux sociaux, dont on attend beaucoup et qui est pas mal critiqué, a aujourd'hui fait le taf. Et notamment aussi grâce à N'Golo Kanté, qui est aujourd'hui sûrement peut-être le meilleur joueur français. On y reviendra peut-être juste après, parmi les coups de cœur un peu et les flops de cette équipe de France. Mais globalement, il y a eu des choses bien meilleures durant cette rencontre par rapport au match face à l'Australie. Et comme tu l'as dit, c'est un soulagement parce qu'on sent que cette équipe de France peut mieux faire encore, mais entrevoit est sur la bonne voie. Oui, et justement, donc parmi l'ensemble de cette équipe, quels ont été les joueurs qui t'ont le plus plu et ceux à l'inverse qui t'ont le plus qui t'ont déplu? Eh ben écoute, je l'ai dit à l'instant, N'Golo Kanté m'a paru vraiment impressionnant. Aujourd'hui, c'est sans doute le meilleur joueur français, l'un des meilleurs joueurs de ce mondial pour l'instant. En numéro 6 à la récupération, il a d'abord joué dans un triangle à 3 face à l'Australie. Il a cette fois joué à 2 devant la défense avec Pogba. Et c'est dans ce système, on le sait, qu'il est le plus à l'aise, qu'il affectionne le plus et dans lequel il joue en club à Chelsea. Et il a été énorme, tout simplement. Il a ratissé tous les ballons. Il a tout récupéré. Il a été impressionnant à la passe. On avait les statistiques. Il a raté une seule passe, 95% de réussite, un seul duel perdu. Voilà, il a tout simplement été impressionnant et on voit qu'aujourd'hui, il rassure cette équipe de France. Après, je mettrai en avant Hugo Lloris. Il a été beaucoup critiqué avant ce mondial. On l'a même remis en question, notamment le public. On sait que voilà, ils aiment bien dès qu'il y a des joueurs en difficulté. Et pourtant, Lloris fêtait sa 100e cap, sa 100e sélection aujourd'hui, et il a tenu la baraque. Il a eu 2 arrêts à faire, il les a fait. Et même face à l'Australie, il avait été plutôt convaincant. Et puis après, j'aurais envie de dire Pogba, également beaucoup critiqué avant cette Coupe du Monde. Il a été bon face à l'Australie, il est monté en puissance face au Pérou. Il a été très important dans la récupération, mais surtout dans la dernière passe pour ses attaquants. On l'a vu dans ses passes pour Giroud, pour Griezmann, et ça a été vraiment important. Et enfin, j'aimerais souligner Mbappé. Alors Mbappé, c'est pas excellent pour l'instant, on peut s'attendre à mieux, mais aujourd'hui, il est devenu le plus jeune Français à marquer dans une phase finale d'un grand championnat, Coupe du Monde Euro confondue, à 19 ans. Alors certes, c'est pas encore exceptionnel, certes, ça manque encore de percussion, mais finalement le boulot est fait et s'il monte en puissance, il peut vraiment être un atout de taille pour cette équipe de France. Au contraire, par rapport au flop, on en a quelques-uns. Je mettrai en avant d'abord la défense. Alors même si on a encaissé qu'un but en 2 matchs, j'ai l'impression qu'ils sont pas tout le temps rassurants, notamment Umtiti qui a fait cette faute de main, on s'en souvient tous, face à l'Australie, qui aurait pu nous coûter très cher, et ce pénalty concédé. Et Raphaël Varane a par moments du mal à imposer son statut de leader. Et puis après en attaque, Griezmann qui est largement en dessous de son niveau. Il a été sorti au premier match à la 70e minute, il a de nouveau été sorti à la 80e aujourd'hui. Deschamps veut lui montrer qu'il attend beaucoup plus de lui. C'est censé être la star de l'équipe de France, l'une des stars de ce mondial, et pourtant, pour l'instant, il n'y a qu'un but sur penalty, c'est largement insuffisant pour lui, et il doit montrer plus. Et alors peut-être que pour l'instant, c'est pas les matchs les plus importants, mais voilà, il a intérêt à montrer plus parce que l'équipe de France repose en partie sur lui, et aujourd'hui, l'équipe est en partie aussi construite par rapport à lui, donc il doit être capable de faire mieux.
Oui, comme toutes les grandes équipes qui construisent effectivement leur jeu autour de leur attaquant phare. C'est un petit peu ce qu'a fait le Portugal, hein, Raphaël. On va parler à présent des grands favoris de cette Coupe du Monde, parce qu'on a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. C'était vendredi dernier, le Portugal qui affrontait l'Espagne pour ce premier match, hein. Ils sont dans le même groupe. On s'est retrouvé avec un 3-3 majestueux, avec 3 buts de Cristiano Ronaldo. On avait un peu l'impression de voir Cristiano Ronaldo face à l'Espagne. Voilà, donc hormis ce match nul, on a également vu l'Allemagne qui s'est inclinée 1-0 face au Mexique. C'était dimanche dernier. Dans le même temps, le Brésil qui faisait son grand retour dans la compétition 4 ans après la grande débandade du 7-1 face à l'Allemagne. Et bien le Brésil a fait un match nul 1-1 face à la Suisse. Et parmi les favoris, c'est la Belgique. C'est la Belgique qui a su s'imposer relativement facilement au terme d'un match face au Panama. Alors on le voit bien, hein, finalement Raphaël, les favoris de cette compétition pour leur premier match, mais comme souvent d'ailleurs, ont toujours du mal à se lancer dans la compétition. Est-ce que tu vois derrière cela une forme d'inquiétude, ou au contraire, un peu comme l'équipe de France, ces grands favoris vont progresser et vont se lancer progressivement? Bah écoute, je partirais plutôt sur cette deuxième option, enfin je l'espère, parce qu'on espère voir bien sûr ces grandes nations. Ce serait dommage de voir des nations tout de suite éliminées. Après, on sait, la Coupe du Monde, c'est particulier, toutes les équipes sont là, beaucoup d'équipes n'ont rien à perdre. Tu l'as dit par exemple avec le Mexique. On a démarré très très fort avec ce Portugal-Espagne. Derrière, on n'a pas vu les grosses nations au maximum. Alors certes, ces deux équipes font match nul, mais vu le niveau de jeu, on peut se dire que voilà, c'est absolument pas inquiétant. Au contraire, tu as parlé du Brésil et de l'Allemagne. Là, ça l'est déjà un peu plus. On sait que la Coupe du Monde, voilà, réserve des surprises, mais là, c'est déjà un peu plus inquiétant parce que le Brésil et l'Allemagne sont annoncés comme les immenses favorites. Le Brésil parce qu'ils ont une génération extraordinaire emmenée par Neymar, notamment, et l'Allemagne parce que voilà, ils sont tenants du titre et qu'ils ont toujours cette ossature impressionnante de joueurs, notamment avec le retour de leur gardien phare Neuer. Et finalement, cette Allemagne perd contre le Mexique. Alors certes, un Mexique exceptionnel qui a peut-être joué l'un des matchs de sa vie, mais ils ont montré trop peu de choses pour une Coupe du Monde. Et le Brésil qui alors certes a fait match nul, mais qui également n'a pas montré suffisamment, parce que c'était la Suisse, et que la Suisse n'est pas aujourd'hui une des meilleures nations au monde. Donc ils devaient faire mieux. Et en même temps, ces équipes-là, on peut se dire que c'est un premier match de Coupe du Monde, et comme l'équipe de France, il y a cette petite pression, il y a des jeunes joueurs de partout, c'est la Coupe du Monde, c'est particulier, et on sait toujours que ces premiers matchs, eh bien, ça peut réserver des surprises. Alors je m'en inquiète pas trop parce que je me dis que voilà, par exemple, notamment dans le cas de l'Allemagne, ils sont au dos au mur, mais ils ont des joueurs d'expérience dans leur équipe qui ont l'habitude de jouer des grands rendez-vous européens, notamment en Ligue des Champions, Iniesta, même en championnat, Ramos. et ils se retrouvent souvent. Pardon ? Je disais Iniesta, Sergio Ramos, Diego Costa. Voilà. C'est Exactement, Iniesta, Sergio Ramos qui ont l'habitude avec le Barça, avec le Real, et puis l'Allemagne avec des joueurs notamment au Bayern Munich qui jouent tous les ans les demi-finales de Ligue des Champions, et pareil avec le Brésil, notamment Neymar. Et justement, voilà, ces équipes qui vont devoir se montrer en fait, parce que peut-être qu'elles sont arrivées un petit peu sur la pointe des pieds et en même temps peut-être en sous-estimant leur adversaire. Mais là, ils vont réellement devoir se montrer, se libérer, et on peut enfin peut-être assister au vrai début de la Coupe du Monde, parce qu'on sait que c'est pas le vrai visage de ces équipes, on sait que ces équipes doivent montrer plus. Et en même temps, on a vu des équipes favorites qui ont tenu leur rang. T'as parlé de la Belgique qui s'impose 3-0, alors certes face au Panama, mais qui s'impose, qui a montré de vraies belles choses. On a vu l'Angleterre qui s'est fait peur, mais qui s'impose également 2-1 grâce à un doublé de Kane. Donc dans le même temps, il faut pas tout mettre toujours sur la faute des grosses équipes. Il y en a qui ont tenu leur rang, donc c'est à eux de faire mieux et de montrer qu'elles sont vraiment à leur place, et que quand on les annonce favorites, elles sont capables de tenir leur rang. Ton favori, Raphaël, pour cette Coupe du Monde, pour terminer? Bah écoute, je dirais l'Espagne, parce qu'il y a eu ce match extraordinaire, je les sens très bien construits. Alors certes, ils ont perdu leur sélectionneur dès le début de la Coupe du Monde, mais aujourd'hui, ils ont montré de telles choses que je sens qu'ils sont capables d'aller très très loin. Et puis bien sûr, on peut avoir confiance en cette équipe de France, qui même si c'est difficile, peut monter en puissance. Et bien sûr, on espère toujours aller le plus loin possible 20 ans après cette Coupe du Monde 98.
Merci beaucoup Raphaël Redon, notre consultant en maison, c'est l'info pour cette Coupe du Monde. On se tiendra au courant donc au fil des semaines. On suivra évidemment l'actualité des Bleus avec une date, le 15 juillet à 17h, la finale de cette Coupe du Monde. Et avant bien évidemment d'autres matchs avec dès mardi 16h le match de l'équipe de France face au Danemark. Oui, effectivement, l'équipe de France qui jouera son dernier match de poule pour espérer finir premier de cette poule qui est très important. On sait que ça conditionne forcément la suite de la compétition. Merci à toi Martin en tout cas. Ici Londres. Ici Londres avec Alexander Seal. Alexander, vous nous parlez cette semaine du Brexit. Allez, pour changer, Theresa May qui a obtenu une victoire auprès du Parlement. Racontez-nous. Ce mercredi au Parlement, Theresa May a réussi à faire passer son projet de loi sur le Brexit, étouffant de justesse une fronde de députés europhiles de son propre camp. Mais la Première ministre aurait du mal à conclure un accord d'ici octobre avec Bruxelles. Ce projet de loi crucial dans la mise en œuvre du Brexit a connu un tortueux parcours au Parlement depuis le début de son examen en septembre. Le gouvernement a essuyé plusieurs camouflets, illustrant les divisions persistantes sur la manière de sortir de l'Union européenne. Le texte doit permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura coupé le cordon avec le bloc européen le 29 mars 2019. Concrètement, il doit mettre fin à la suprématie du droit européen sur le droit national britannique et intégrer dans le droit britannique les lois communautaires. Mercredi, les députés ont rejeté par 319 voix un amendement au projet de loi de sortie de l'Union européenne, présenté par des rebelles Tories, prévoyant un pouvoir d'intervention renforcé pour le Parlement en cas d'absence d'accord. Ils sont 303 à avoir voté pour. Le sommet européen, qui se réunira en fin de semaine prochaine, devrait constater le peu de progrès effectués dans les négociations. Theresa May ayant elle-même admis que le Brexit ne sera pas la première préoccupation principale de ses partenaires, plus focalisés sur l'immigration en ce moment. Nous partons à présent en Turquie où auront lieu ce dimanche ces élections présidentielles et législatives convoquées par leur président Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan qui sera opposé à 5 candidats pour la présidentielle et une alliance pour les législatives. Et malgré ce front, le suspense reste entier pour ce scrutin anticipé. Nous allons en parler avec Jean Marcou, enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble, spécialiste de la Turquie. Alors Jean Marcou, Recep Tayyip Erdogan est-il en danger pour ces élections dimanche ? Eh bien, toutes les derniers scrutins depuis 2014 ont souvent été des scrutins très disputés qui finalement reflétaient un pays très polarisé, coupé en deux blocs, un bloc des pro-Erdogan, un bloc des anti-Erdogan, même si ces blocs sont hétérogènes. En 2014, l'élection présidentielle avait été gagnée par Erdogan au premier tour, mais avec 51,7% des voix. En 2017, le oui, donc prôné par le régime de l'AKP, l'avait emporté avec 51,4%. En 2015, lors des dernières législatives, il y avait eu 2 législatives parce que la première, justement, n'avait pas pu départager les partis politiques et que l'AKP avait perdu sa majorité absolue au scrutin de juin 2015. Donc, effectivement, on a eu précédemment des élections souvent disputées, en tout cas beaucoup plus disputées que dans la première partie de la période de l'AKP au pouvoir. Et disons que le contexte, justement, qui est un contexte compliqué avec une situation économique qui est dégradée, avec des tensions politiques fortes, une rigidification politique en Turquie même et une situation internationale aussi qui est un peu incertaine,
Tout cela fait que le scrutin, les scrutins, puisqu'il y a des législatives et des présidentielles, risquent d'être effectivement serrés. Erdogan est-il populaire en Turquie, Jean Marcoux? Qu'a-t-il réellement apporté à la Turquie en 15 ans de mandat? Erdogan est bien sûr populaire, il a un soutien important dans le pays qui s'est manifesté lors des élections, puisque finalement il a toujours réussi, même après certains revers, à rétablir la situation. Ceci étant, il faut bien voir que c'est une personnalité qui est quand même au pouvoir maintenant depuis plus de 15 ans, sans discontinuer, qu'il a éliminé quand même beaucoup de ses propres partisans dans son parti, beaucoup de ses compagnons de route, ses premiers compagnons de route, qu'il a eu un parcours finalement au pouvoir qui est assez compliqué parce que sur 15 ans, il y a eu pas mal de transformations, d'évolution de ses positions. Rien que si vous regardez la question kurde, il a expliqué pendant des années qu'il fallait négocier, qu'il fallait résoudre politiquement la question kurde. Et depuis 2015, il explique qu'il n'y a plus de question kurde et qu'il n'y a pas matière à faire quoi que ce soit. Il développe une approche qui est principalement répressive. Donc, si vous voulez, l'évolution du personnage, l'usure du personnage, bien sûr, peuvent porter atteinte et commencent à porter atteinte à la forte popularité, malgré tout, qu'il avait dans le pays. Et il y a parmi ses électeurs probablement des gens qui commencent un petit peu à douter. Que vaut la politique très rigoriste qu'a appliquée ces dernières années Recep Tayyip Erdogan, on sait qu'il est membre du parti islamiste, il refuse également de serrer la main aux femmes, enfin voilà, c'est tout un ensemble qui provoque des changements assez logiques dans cette société turque, mais qui peuvent choquer pour un pays, on le rappelle, laïque. Oui, il est membre d'un parti qui ne se définit pas vraiment comme islamiste, puisque actuellement les vrais islamistes sont en fait, paradoxalement, dans l'alliance des partis d'opposition. Mais vous avez raison de signaler qu'il a fait partie de cette formation antérieurement et que, effectivement, c'est un conservateur musulman. Ceci dit, sa politique, finalement, qui est effectivement une politique où la religion a une dimension importante, et malgré tout une politique qui est beaucoup plus autoritaire et nationaliste qu'à proprement parler islamiste. C'est certes l'islam politique au service finalement d'une vision malgré tout très nationaliste de l'exercice du pouvoir et du rayonnement de la Turquie au niveau régional vis-à-vis de la question kurde, et c'est une politique qui est également de plus en plus autoritaire. Mais il ne faut pas oublier que Recep Tayyip Erdogan est aussi quelqu'un qui peut surprendre parce qu'il est très réaliste dans ses positions, il peut changer de position si la situation l'exige, que c'est aussi quelqu'un qui est redoutable dans les campagnes électorales. D'ailleurs, il s'y plaît énormément, il fait énormément de meetings, alors même qu'il est en politique depuis des années, il continue effectivement à faire des meetings aux quatre coins de la Turquie comme s'il était un homme politique en période d'ascension. Donc, on a quelqu'un qui vit par la politique, qui vit par la campagne électorale, qui vit par ce genre d'activité et qui est de ce point de vue-là assez redoutable dans ce genre d'exercice. Ouais, quelle influence recherche Recep Tayyip Erdogan, Jean Marcoux, sur les Occidentaux, notamment à travers les groupuscules qui sont investis un peu partout en Europe? Et puis on se souvient en mars 2017 de ce meeting de l'AKP qui avait été organisé à Strasbourg. Alors, je crois que c'est, avant les Occidentaux, c'est une politique en direction de la diaspora. Recep Tayyip Erdogan, finalement, est différent de ses prédécesseurs en ce sens que c'est quelqu'un qui parle finalement aux diasporas
et qui, au cours des dernières années, des 2 dernières décennies, et cela avec de plus en plus d'insistance, a tenté finalement de faire prendre conscience aux diasporas turques qui se trouvent en particulier en Europe qu'elles constituent des groupes de pression et qu'elles peuvent jouer un rôle dans la vie politique de ces États européens et qu'elles peuvent, de ce point de vue-là, constituer d'une certaine manière un atout pour le rayonnement de la Turquie dans le monde et un élément des relations de la Turquie avec les pays européens. Donc là aussi, Erdogan est quelqu'un qui a été extrêmement pragmatique et extrêmement redoutable. Merci beaucoup Jean-Marco d'avoir accepté de répondre aux questions de C'est l'Info. Merci à vous. Vous êtes donc, je le rappelle, politologue et professeur enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, classe désormais l'addiction aux jeux vidéo parmi les pathologies mentales. Cette pathologie qui concernerait seulement 2 à 3% des joueurs et qui agace les professionnels du secteur qui dénoncent un manque d'éléments probants. L'OMS qui avait publié dès janvier 2018 une définition de ce trouble en annonçant cette reconnaissance comme une maladie. On va en parler dans quelques instants avec Éric Lemoyle, il est addictologue. Nous verrons avec lui justement comment faire la barrière entre l'addiction et le plaisir du jeu. Mais avant cela, nous sommes avec Robin Duclerc. Bonjour, vous êtes commentateur de e-sport, hein, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Alors, je suis commentateur e-sportif, c'est-à-dire que je commente en direct des parties de joueurs professionnels pour la communauté francophone sur différents jeux. Considérez-vous, Robin, que cette décision est une bonne nouvelle ? Oui, de mon point de vue, tout à fait subjectif, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que aujourd'hui, dans le milieu du jeu vidéo, je pense qu'il y a des gens qui sont en effet addicts et qui ne se considèrent pas comme tels, peut-être en se voilant la face, en tout cas qui se considèrent sains et qui pourraient être aidés dans leur quotidien s'il y avait un suivi qui leur était proposé. Je parle de mon expérience personnelle, mais moi, je pense avoir été addict pendant une certaine période de ma vie. C'était quelque chose qui, parfois, m'empêchait de pouvoir répondre à mes responsabilités, de les prendre en charge. C'est quelque chose qui a pu m'empêcher d'aller de l'avant dans ma vie en dehors du jeu vidéo. Et cette annonce, je la prends bien parce que, selon moi, c'est important pour l'avancée de la prise en charge des personnes qui peuvent être concernées. Oui, et Robin, vous qui donc avez joué aux jeux vidéo, qui commentez désormais ces jeux vidéo, quel est le problème du jeu vidéo aujourd'hui ? Le problème en fait du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que s'il est pratiqué à trop grande échelle, il peut nous empêcher d'aller travailler par exemple, ou de manger, ou d'avoir une vie saine finalement. Et je pense que l'OMS fait très bien en fait de parler, disons de considérer à partir d'aujourd'hui l'addiction aux jeux vidéo comme étant une maladie, parce que très peu de gens en fait considèrent que ça peut simplement être une maladie. Du coup, il n'y a aucune prise en charge sérieuse qui peut être faite derrière. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux discours, en fait, qui est celui des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo et qui considèrent que n'importe quel joueur de jeu vidéo est un addict. Il y en a, des gens comme ça. Et à l'inverse, donc, des joueurs de jeux vidéo qui jouent trop et qui considèrent qu'il ne peut pas y avoir d'addiction aux jeux vidéo. Alors qu'en fait, l'addiction, comme pour toute autre pratique ou pour tout autre usage comme la cigarette, l'alcool, elle existe à partir du moment où elle nous empêche de vivre notre vie correctement. À partir du moment où le jeu vidéo ou l'alcool ou la cigarette prend le pas sur notre vie quotidienne saine en fait. Il y a quand même un souci, il y a quand même des limites qui sont la vision de notre univers, l'univers jeu vidéo ludique. Il y a la vision des gens qui ne connaissent pas du tout et qui donc considèrent qu'à partir du moment où on joue 5 heures par jour, on est addict, alors qu'en fait, pas du tout. On peut trouver de la satisfaction dans le jeu vidéo, y jouer beaucoup sans être addict, parce que ça nous empêche pas d'aller au-delà, d'aller travailler, de faire nos études, ça nous empêche pas d'avoir une vie sociale, etc. Et ça, c'est un véritable problème, parce que du coup, l'OMS, en faisant cette annonce, apporte un petit peu d'eau à leur moulin. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre avec des pincettes. D'un autre côté, cette annonce, elle est très mal prise par un bon nombre de joueurs, parce que certains considèrent que par le fait qu'on reconnaisse l'addiction aux jeux vidéo, eh bien, l'OMS considère que n'importe quel joueur est un joueur addict, alors qu'en fait, c'est pas le cas. On peut tout à fait avoir une pratique saine du jeu vidéo.
Il y a des joueurs professionnels, par exemple, qui dont c'est le métier évidemment, et qui ont peur qu'on les considère comme des malades mentaux, parce que il s'agit en l'occurrence d'une maladie mentale, l'addiction aux jeux vidéo, c'est telle qu'elle est reconnue aujourd'hui par l'OMS, alors qu'en fait, finalement, c'est leur métier. Ils y sont 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour en effet, sans pour autant que ça les empêche d'avoir libre cours à la réalité sociale qui est celle de rencontrer des gens, de discuter avec des gens, voilà. Et donc cette tendance, faut vraiment la prendre en connaissance de cause. Il faut bien se renseigner pour pas, disons, la déformer et avoir des considérations qui sont pas les bonnes. Merci beaucoup Romain Duclerc d'avoir accepté de répondre aux questions de C'est l'Info. Avec plaisir. Robin qui est donc commentateur de e-sport, vous avez joué également donc aux jeux vidéo et vous jouez toujours à ces jeux vidéo. Nous sommes à présent en plateau avec Éric Lemoyle qui est psychothérapeute et addictologue. Alors Éric Lemoyle, est-ce que vous considérez que le jeu vidéo comme une addiction, c'est donc ce qu'a reconnu l'Organisation mondiale de la santé en début de semaine, eh bien c'est une bonne nouvelle? Non, pas vraiment. La manière dont c'est présenté, c'est considéré comme une maladie mentale. La maladie mentale, pour la plupart des gens, la maladie mentale, c'est égal à la folie. Donc voilà, c'est une façon, c'est un concept, quoi. La maladie mentale n'est pas une science exacte. Donc c'est important de le souligner, mais en tout cas, peut-être de le présenter différemment. Oui, et j'ai envie finalement de vous demander, Éric Lemoyle, maintenant ce qui va réellement se passer. Quelle sera la prochaine étape de ce processus? Alors l'OMS, c'est une chose. Derrière l'OMS, en général, il y a les laboratoires. On a vu les rapports Wikileaks sur les laboratoires, sur les liens entre les laboratoires et l'OMS. Donc derrière tout ça, il y a des molécules. Et voilà, donc il y a un business en fait qui est lié aux addictions, aux dépendances. Comment faire la barrière entre l'addiction et le plaisir du jeu? Il y a des comportements addictifs, c'est-à-dire beaucoup de temps passé. Il y a les réelles addictions, comme ce qu'on a pu observer au Japon, par exemple, fin des années 90, où des jeunes sont fermés pendant des années entières à jouer. Donc c'est un refus total de la société. C'est une vraie souffrance d'être confronté à la société. Donc ça, c'est une partie. Après, il y a les addicts au jeu. C'est de toute façon, comme l'addiction à un produit, l'addiction à un autre comportement, ça peut être compulsion avec des achats, la nourriture, etc. C'est fuir quelque chose. C'est ne pas forcément, quand on est dans un comportement addictif, c'est ne pas être bien avec soi, en fait. Donc c'est quelque chose qui commence par la souffrance, qui se termine dans la souffrance. Éric Lemoyle, vous êtes psychothérapeute addictologue, ce qui signifie que évidemment vous rencontrez dans votre cabinet chaque jour des dizaines de patients qui sont addicts, alors aux jeux vidéo dans ce cas précis, mais à d'autres addictions. Comment vous traitez une telle addiction? En clair, qu'est-ce que vous allez préconiser à vos patients? Il y a pas de médicament pour ça. Il y a un travail à faire. Il y a un travail qui est lié à l'identité de la personne. Il y a un grand vide. On met beaucoup d'injonctions aux jeunes. On les conditionne pour ce que c'est de réussir. C'est de faire une bonne école, d'avoir un bon travail, etc. Sauf qu'on leur dit jamais comment être heureux. Donc c'est tellement insurmontable la plupart du temps, les attentes que les parents ou la société a envers les jeunes, qu'il y a une réelle quête d'identité. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment où ils sont. Donc du coup, quand il s'agit des jeunes, ils trouvent une identité, quelque chose, un rôle à jouer, donc souvent un super-héros, et puis une vraie reconnaissance, quand il s'agit de jeux en réseau, où on a une reconnaissance dans le monde entier, en fait, on peut être un héros. Problème de reconnaissance au travail, on voit beaucoup en entreprise de gens qui jouent. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a « je suis qui » en fait. Voilà, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin, et personne m'en donne. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai grandi en attendant des autres, que les autres me disent si je méritait d'être aimé, si j'étais quelqu'un qui était suffisamment intéressant, etc. Comme personne ne me le dit, comme moi, de toute façon, j'ai pas fait cette quête. Alors, au travers des jeux, j'ai joué un rôle virtuel, où là, en fait, en gagnant des points, en gagnant je sais pas quoi, je suis quelqu'un. En fait, voilà, mon identité, c'est ça, c'est une identité virtuelle. Alors quand on fait arrêter les gens, quand il y a cette période où il y a une prise de conscience, alors à ce moment-là, il y a un vrai travail sur l'identité. Voilà, parce qu'en fin de compte, la personne qui est addicte n'est pas vraiment dans la souffrance tant qu'elle joue, c'est les gens autour qui sont, les parents, la famille, etc. Donc c'est les seules personnes qui peuvent rien en fait.
Hein, l'isolation, c'est une désociabilisation de la personne. Donc, il y a un moment donné, c'est autour. Et autour, en fait, les gens proches de quelqu'un qui souffre n'y peuvent rien. Ça devient de la codépendance. Et à partir de ce moment-là, il faut que le jeune se fasse aider. Mais pour ça, il faut que ça vienne de lui. C'est-à-dire qu'il peut pas... C'est pas parce que les autres aimeraient qu'il arrête que ça va se faire. Et peut-on tomber plus facilement dans l'addiction aux jeux vidéo plutôt qu'une addiction à l'alcool ou à la drogue où on est sur des choses qui ne sont pas du tout comparables? Si, c'est très comparable. Les comportements de dépendance sont comparables. En fin de compte, le jeu est un produit. Comme il y a la dépendance affective, la personne est un produit. Ça participe toujours à la même démarche. D'accord ? En fait, on tombe dans l'addiction sans vraiment s'en rendre compte. Il y a une grosse consommation, si on parle des produits. Il y a des gros buveurs et des alcooliques. Il y a une porte à passer. Cette porte, quand elle est passée, on s'en rend pas compte. On la passe et à un moment donné, ce qui est très difficile quand on tombe dans l'addiction, c'est que cette porte passée, elle s'ouvre que d'un côté. Il faut vivre entre la porte et le mur. Donc c'est là où il faut, à un moment donné, se poser les questions. Mais il n'y a pas de vrai problème physique lié aux jeux vidéo. Il y a des problèmes psychiques qui sont liés aux jeux vidéo, d'irritabilité, d'anxiété, voire la dépression à un moment donné. Mais voilà, c'est pas quelque chose comme la cigarette, on tombe malade, on peut mourir, etc. Il n'y a pas quelque chose de ce genre-là. Donc il n'y a pas de vrais signaux d'alerte. En fait, c'est les autres que ça gêne. Mais en même temps, cette personne-là cherche quelque chose qui est de l'ordre. Moi, mon intention, c'est d'être heureux. En fait, j'arrive pas à être heureux dans cette société. J'arrive pas à être heureux avec toutes les consignes qu'on m'a données. J'arrive pas à être heureux je me reconnais pas dans le travail qu'on a choisi pour moi ou dans les études qu'on a choisies pour moi. Donc, voilà, je vais en tout cas fuir ça. C'est-à-dire que je vais renoncer à ça. Et puis finalement, est-ce que ce terme addiction, il ne défavorise pas les joueurs, ou en tout cas ceux qui viennent vous voir vous disent voilà, je trouve qu'on en fait trop avec ce terme et ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas derrière ce terme addiction? Oui, il y a quelque chose de péjoratif. Alors c'est un peu un fourre-tout l'addiction, l'addiction, dépendance, etc. On emploie addiction. Là, il y a d'autre part un autre terme qui n'est pas bon, c'est maladie mentale. Maladie mentale égale folie pour la plupart des gens, etc. Ça fait peur, mais quelque part, c'est pas la maladie du vice comme pourrait être perçu l'alcoolisme, par exemple. C'est la maladie du vice, donc les gens ont honte d'être alcooliques, souvent les femmes, etc., etc. Là, on joue au jeu, quoi. Il y a rien qui interdit ça dans la société. C'est pas quelque chose, c'est pas des gens qu'on montre du doigt dans la rue, etc. Et c'est ni plus ni moins qu'une même addiction à des gens qui regardent en boucle des chaînes info du matin au soir. C'est la même, ça participe à la même chose. Ça participe à la même chose, sauf que là, c'est pour des raisons différentes. Mais voilà, il y a vraiment cette quête d'identité, ce grand vide. Qu'est-ce que je fais avec moi? C'est beaucoup d'ennui. C'est qu'est-ce que je fais avec moi? Je suis pas bien avec moi. Alors c'est un shoot. Je joue aux jeux vidéo, c'est un shoot. Ça pourrait être une drogue, ça pourrait être de l'alcool, c'est un shoot. Donc, je ne suis pas suffisamment bien avec moi, on ne m'a pas appris, je m'aime pas suffisamment, c'est vraiment un manque voilà, un vrai manque lié à ça. Donc, je vais essayer de remplir tout ça. Voilà. Donc là, c'est pas de l'alcool, c'est pas de la nourriture, c'est quelque chose je vais me remplir de quelque chose qui va faire que je vais avoir une bonne estime de moi, en fait. Je vais gagner, je vais être quelqu'un, mais c'est virtuel. Voilà donc un sujet qui restera en sursis et qui reste à suivre dans les prochaines semaines. Je rappelle cette information, l'addiction aux jeux vidéo est officiellement reconnue comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Je remercie Eric Lemuel, addictologue, d'avoir accepté de venir nous parler d'un tel sujet sur le plateau de C'est l'Info. Je remercie également Robin Duclerc que nous avions par téléphone. Il est ancien grand joueur de jeux vidéo et désormais commentateur de e-sport. Oui, je vous invite à vous renseigner sur cette pratique, le e-sport, où finalement on pratique le sport mais devant sa télévision avec des réels championnats. Il y a vraiment des championnats de e-sport, de football, de Ligue 1, comme nous pouvons les voir en vrai, et les télévisions sont même de plus en plus intéressées par le e-sport puisqu'elles décident désormais de le diffuser. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur cette addiction et cette pathologie désormais reconnue par l'Organisation mondiale de la santé autour des jeux vidéo.
Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Les coulisses de l'info avec Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous. C'est un petit peu tous les ans le branle-bas de combat pour les radios et télévisions, le mercato télé où les animateurs passent de chaîne en chaîne. On va commencer, et on va revenir bien évidemment dans cette chronique sur ce mercato 2018, et on va commencer par la première chaîne d'Europe qui a réalisé un très beau coup avec l'arrivée de Camille Combal, première chaîne d'Europe. On parle de TF1. Effectivement, du côté de TF1, on note l'arrivée très médiatisée, il faut le dire, de Camille Combal qui quitte C8 et plus particulièrement TPMP pour présenter la nouvelle saison de Danse avec les stars et d'autres émissions sur les autres chaînes du groupe. Vincent Cerruti a mis fin à son contrat d'exclusivité et quitte donc TF1. Il avait commencé en 2011, notamment en présentant Ninja Warrior, Sosie or not Sosie ou encore, justement, Danse avec les stars. Longtemps pressenti pour quitter TF1, Nikos Aliagas reste bien sur la chaîne. Cependant, afin de mener à bien de nouveaux projets, dont la matinale d'Europe 1, il quitte l'animation de C'est Canteloup. C'est Alessandra Sublet qui le remplace. Sans émission depuis l'arrêt de Money Drop en octobre 2016, Laurence Boccolini voit son contrat d'exclusivité arriver à échéance à la fin de ce mois. Et du côté du service public, on voit un départ historique, le départ d'un docteur connu de tous, Michel Simès. Michel Simès quitte le magazine de la santé qu'il présentait depuis son lancement en 1998, lorsque la chaîne s'appelait encore La 5e. Depuis quelques mois, il avait déjà réduit le nombre de présentations à 2 par semaine. Toutefois, il reste dans le groupe France Télévisions, car c'est sur France 2 qu'il rebondira avec une mini-fiction et un téléfilm où il jouera le rôle d'un médecin ou d'un prof de faculté, ainsi qu'une émission de seconde partie de soirée. Bruce Toussaint quitte également France 5 pour partir vers BFM TV. Dès lors, C'est dans l'air sera présenté par un nouvel animateur. On parle de Karim Rizouli, déjà animateur de C'est Politique, ou encore Marc Fauvel. De son côté, Bruce Toussaint animera Grand Angle sur BFM TV. Yann Moix quittera On n'est pas couché à la fin de la saison. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas son remplaçant. La seule chose que l'on sait, c'est que ce ne sera pas un journaliste. Catherine Sellac verra son émission Thé au café supprimée dès décembre prochain. Malgré tout, elle restera dans le groupe. Elle est arrivée sur Antenne 2 en 1980. Direction le groupe M6 désormais avec un autre gros coup, Julien Courbet. C'est une surprise et cela est la suite logique suite au rapprochement avec RTL. Julien Courbet arrive sur M6 et il reprendra la présentation du magazine Capital. De son côté, Bastien Cadéac animera une nouvelle émission d'information en prime time à la rentrée. C'est pour l'instant le seul transfert à signaler pour cette chaîne, mais nul doute que ce mercato réserve encore de grosses surprises. Et les chaînes info sortent également le grand jeu pour ce mercato. Salia Bakila quitte BFM TV pour TMC et plus particulièrement Quotidien. C'est un peu un retour pour elle qui a déjà été chroniqueuse du temps du Petit Journal. Jean-Baptiste Boursier quitte BFM TV pour RMC Story, le nouveau nom de numéro 23, pour présenter un talk show hebdomadaire. Gilles Verdez, quant à lui, arrive sur CNews où il anime une émission de faits divers. Et enfin on conclut avec le groupe Canal qui voit beaucoup de départs cette année. Et oui, ils sont plusieurs à partir, surtout sur C8 avec Julien Courbet et Camille Combal, dont on a évoqué plus tôt. Mais on note aussi l'arrivée d'Adrien Lemaître, l'ex-monsieur Secret Story de TF1, et Benoît Dubois, l'ex-chroniqueur du Mad Mag sur Énergie 12, qui intègre l'équipe de chroniqueurs de TPMP. Pour Canal+, c'est un retour, même si c'est toujours en négociation, celui de Hugo Clément, qui officiait déjà sur la chaîne jusqu'en juin 2016 avec la fin du Petit Journal. Il présenterait une émission à 20h30, créneau horaire laissé vacant par l'arrêt des Guignols, en partenariat avec Combini, où il est également présent. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce début de mercato, qui continuera encore tout l'été. Pour les 2 dernières chroniques de la saison, on fera un point sur le mercato radio et sur les premières tendances des nouvelles grilles de la rentrée.
À la semaine prochaine. Merci beaucoup Gaëtan, rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour un nouveau point mercato, car si vous vous intéressez un petit peu à la chose, vous verrez que ça bouge très 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 rapidement et que d'une journée à l'autre, il peut se passer beaucoup de choses. Nous recevons à présent Gaël Nofri, bonjour. Vous êtes historien, conseiller municipal de la ville de Nice, mais nous vous recevons aujourd'hui bien en tant qu'historien, puisque vous avez publié au mois de juin aux éditions du Cerf une histoire des révolutions en France. Alors dans votre livre, vous expliquez toute la culture révolutionnaire qu'a connue la France, pas seulement celle de 1789, bien qu'une large partie du livre y soit consacrée. Et malgré cela, la France n'a pas inventé la révolution, c'est vous qui le dites, elle l'a mythifiée. Oui, en effet, les révolutions, alors on pourrait remonter à l'Antiquité pour parler des révolutions, mais au-delà de cela, les révolutions n'ont pas été inventées en France. Il n'est qu'à même penser avant 1789 à la Révolution anglaise. Et puis en France même, avant 1789, je fais remonter les révolutions au XIVe siècle et à l'époque d'Étienne Marcel. Oui, et puis en même temps, dans ce livre, vous répondez un peu à tous ceux qui vous disent « la France est née en 1789 », en leur disant « eh bien non, la France n'est pas née en 1789 ». Alors dans ce livre qui est assez long, presque 500 pages, comment vous avez ordonné et classé vos diverses idées ? Parce que j'imagine qu'il a fallu faire des choix. Oui, mais écoutez, j'ai essayé de partir d'une définition de qu'est-ce qu'une révolution, parce que ça me paraissait essentiel. On a effectivement tendance à tout appeler aujourd'hui révolution en France, qu'il s'agisse d'une révolte, d'une réforme, d'un coup d'État. Et donc j'ai essayé véritablement de faire la différenciation entre tous ces termes en faisant jouer notamment le critère de l'État et de la transformation de l'État. Parce qu'une révolution, ce n'est pas seulement une transformation des politiques, mais c'est une transformation du politique. Et c'est sur cette première base que j'ai bâti cette réflexion autour des révolutions en France, qui donc s'étendent du XIVe siècle, c'est-à-dire avec la naissance de l'État, jusqu'en mai 68. Et néanmoins, vous dites que toute révolution est condamnée à périr. Pourquoi ? Parce qu'une révolution, c'est d'abord et avant tout une rupture de l'égalité. Elle est marquée par une rupture de l'égalité. Donc partant de là, toute révolution est tôt ou tard amenée à substituer à l'ordre légal existant un autre ordre, et donc à rentrer dans un ordre. C'est toute la difficulté des mouvements révolutionnaires qui ont du mal à finir, parce que ceux qui ont fait la révolution, ce que j'appelle les bras de la révolution, c'est-à-dire la masse la plus populaire, celle qui est entrée dans l'histoire, qui est sortie de son rôle social pour entrer dans l'histoire au moment de la Révolution, va avoir tendance naturellement à ne pas vouloir la finir. D'où la question de comment finir une révolution. Oui, et dans le même temps, alors si l'on se demande comment finir une révolution, on peut aussi se demander d'où proviennent finalement ces révolutions. Y a-t-il une sociologie particulière à une révolution et aux révolutionnaires ? Oui, une sociologie, elle existe. Elle existe, c'est véritablement, on retrouve une véritable révolution lorsque les réformateurs et conduits, qui appartiennent en général, on peut le dire plutôt, à la classe dirigeante de l'ordre sortant, se retrouvent en adéquation avec une masse populaire. C'est véritablement cette double rencontre, l'échec de la réforme et un mécontentement populaire qui donne naissance à la révolution. C'est un système bicéphale quelque part et qui d'ailleurs va avoir en général du mal à coexister. C'est la première ligne que l'on pourrait définir. Et puis, il y a en général, et c'est pas une obligation, mais il y a en général tout de même un côté démographique dans une révolution. En général, il y a une jeunesse qui pousse derrière. On le voit particulièrement évidemment en mai 68, mais on pourrait le voir assez régulièrement. C'est souvent après des périodes de paix assez stables que l'on voit apparaître les révolutions, parce qu'une nouvelle génération essaye
d'entrer et de se faire une place dans une société qui en général est sclérosée par l'incapacité de réforme. C'est ce qui s'est passé en mai 68. Mai 68 était-il pour vous une révolution ? C'est un très vaste débat. Ceux qui l'ont vécu, les chercheurs, on a parlé de révolution, et puis vous savez que Aron a parlé de révolution introuvable. Mais qui dit révolution introuvable ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de révolution. Ça veut juste dire qu'on a du mal à la trouver, peut-être parce qu'on ne la cherche pas là où elle est. La révolution de mai 68, car à mon sens, il y a une révolution en mai 68, et d'ailleurs, il eût suffi que le général de Gaulle ne revienne pas de Baden-Baden pour que mai 68 soit qualifiée dans l'historiographie de révolution. Si elle ne l'a pas été, c'est d'abord parce qu'elle a échoué. Mais il y a une véritable révolution, c'est une révolution générationnelle. Et pour la première fois, en tout cas une des premières fois, on pourrait s'interroger si ce n'était pas la même chose pour la Commune de 1871. Pour la première fois, en tout cas, mai 68 ne s'attaque pas seulement au pouvoir, mais s'attaque à la notion même d'ordre, ce qui est beaucoup plus important, ce qui est beaucoup plus vaste. Et quelque part, dans mai 68, la notion du renversement du pouvoir est presque secondaire. C'est la notion d'ordre. D'où cette difficulté à qualifier véritablement mai 68, car c'est la première révolution qui, finalement, ne cherche pas tant à substituer un pouvoir à un autre pouvoir. C'est un peu la difficulté d'approche. Oui, et peut-être, Gaël Nofri, faut-il aussi faire attention avec la portée des mots, à savoir l'énorme différence qu'il y a entre une révolte et une révolution. Oui, c'est évidemment toute la question. Comme je vous disais, la différence entre la révolte et la révolution est que la révolution porte en elle véritablement une aspiration à un changement de pouvoir. Pas seulement un changement de politique, mais un changement de pouvoir, de nature du pouvoir, un changement de base de la souveraineté, de la légitimité à gouverner les hommes. C'est la question de mai 68. Est-ce que oui ou non, il y a eu cette aspiration à un changement de la légitimité ? Ma réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a véritablement, à ce moment-là, une remise en cause de ce qui fonde les bases de la société, les bases de la notion d'ordre et véritablement les aspirations sociales en tant que telles. Ce n'est pas seulement des choix politiques. Il y a une remise en cause des choix politiques qui sont un peu de l'ordre de la révolte. Dans le mai 68, des ouvriers, des travailleurs, celui qui résiste aux accords de Grenelle notamment. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de mai 68, et je dirais presque c'est quelque chose qui est secondaire dans mai 68. Alors secondaire, c'est un mauvais mot, parce que c'est une immense manifestation, c'est un mouvement très important, c'est un mouvement qui aboutit à plein de choses, mais ce n'est pas l'âme du mouvement de mai 68. L'âme du mouvement de mai 68, sa base, sa structure intellectuelle, elle est estudiantine, elle est générationnelle, et l'esprit de mai 68, ce n'est pas l'esprit des aspirations des travailleurs à une revalorisation des salaires, du SMIC ou des jours de congé. Pour en revenir à présent à une échelle plus large et à un temps plus contemporain, voyez-vous au XXIe siècle des révolutions émerger ? L'on pourrait citer peut-être, par exemple, la révolution numérique liée à celle de l'intelligence artificielle et à l'émergence de nouvelles entreprises telles que les GAFAM ou les BATX. Voilà, je prends ici l'exemple de la révolution numérique, je pourrais également en citer d'autres. Oui, je pense qu'on n'est pas du tout là encore. On est sur une utilisation du mot révolution qui est tout à fait différente. En termes historiques en France, en tout cas, aujourd'hui, nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, dans une situation révolutionnaire. Parce que sociologiquement, nous n'y sommes pas, parce que les aspirations ne s'y retrouvent pas, parce que le contexte n'y est pas. Aujourd'hui, mais les révolutions ne sont pas finies. Il y aura des révolutions, l'histoire n'est pas finie, donc l'histoire verra des révolutions. En France, c'est une chose, mais on voit que dans le monde, des révolutions différentes sur d'autres modèles sont en train de s'esquisser. La France a bâti le premier grand modèle de révolution. La Révolution française de 1789 a été véritablement le premier modèle exportable de révolution. Il n'y a pas eu tant de modèles dans l'histoire que ça. On pourrait citer effectivement la Révolution, à côté de la Révolution française, peut-être le modèle bolivarien.
en tout cas d'Amérique du Sud, le modèle soviétique et puis très particulier le modèle chinois. Mais au-delà de ces modèles, il n'y a pas eu véritablement de grands modèles. On voit au XXIe siècle, mais qui est un héritage du XXe siècle, la question des révolutions arabes, qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Mais si on regarde la révolution arabe, en tout cas dans le cadre égyptien et tunisien, le libyen étant totalement différent du fait de l'intervention extérieure, mais on voit de nouvelles caractéristiques spécifiques à ces pays-là, notamment avec le rapport entre islamistes et pouvoir laïque se dessiner. Merci beaucoup Gaël Nofri, historien, d'avoir répondu à nos questions. Et si vous voulez bien évidemment explorer le sujet, je vous invite à lire le livre de Gaël Nofri, Une histoire des révolutions en France, qui est paru ce mois-ci aux éditions du Cerf. Et dans ce livre, vous mettez donc bien en avant que la révolution est entrée dans l'histoire de France. Évidemment. Merci beaucoup.